Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel agro-webinaire du mardi. Cette semaine, c'est sur la thématique biodiversité et on va parler d'un sujet à la fois important et d'actualité qui concerne oiseaux et agriculture. Pour ce webinaire, nous avons 4 intervenants aujourd'hui et ce sera Hélène qui assurera l'animation de ce webinaire. Et donc, je vais donner la parole à Hélène pour introduire ce webinaire et je vous souhaite un bon webinaire à tous. Merci Philippe. Bonjour à toutes et tous. Donc aujourd'hui, nous vous proposons de parler des oiseaux dans les territoires agricoles. Alors, en effet, ces oiseaux sont bien connus du grand public. Ils sont régulièrement mentionnés dans les exposés autour du déclin de la biodiversité dans ces espaces. Je vous renvoie vers les chiffres du stock notamment qui sont régulièrement mentionnés. Alors, nous reviendrons sur ces questions d'érosion de la biodiversité aviaire en lien avec les systèmes agricoles un peu tout au long de cet exposé, mais notamment via l'intervention d'Aude Barbotin, qui est chargée de recherche en agronomie et agroécologie à l'UMR SADAPT à INRAE. Mais au-delà des enjeux de conservation, les oiseaux occupent une place particulière dans les agrosystèmes. Ça peut être des espèces auxiliaires pour certaines, alors par exemple les mésanges qui peuvent manger des chenilles ou les rapaces pour les campagnols, mais d'autres peuvent aussi occasionner des dégâts. Et c'est cette facette ou cet aspect dont nous parlera Christophe Sauce, qui est chargé d'études à Terre Innovia. Enfin, les oiseaux se situent en haut de la chaîne alimentaire et en ce sens, ils sont des bons marqueurs de l'état global de l'agroécosystème. Joséphine Piton, qui est enseignante chercheur en écologie à l'ESA d'Angers, et Claire-Vie Bourgoin, qui est étudiante, témoigneront de la manière dont l'avifaune constitue un bon support pédagogique pour former de futurs acteurs agricoles à l'écologie. Je passe tout de suite la parole à Aude, donc pour introduire ces premières interventions. Bonjour, merci Hélène. Je vais vous parler d'oiseaux et d'agriculture. Et finalement, est-ce qu'on va pouvoir construire un avenir commun à ces deux thématiques? Donc, il y a des faits qui sont observés et avérés depuis de très nombreuses années, c'est que les transformations des systèmes agricoles qui ont lieu post-Seconde Guerre mondiale ont fortement modifié la biodiversité. Et les populations d'oiseaux sont particulièrement impactées, donc comme en témoignent les chiffres du stock que vous pouvez voir à gauche, suivi temporel des oiseaux communs qui est réalisé en France depuis plus d'une trentaine d'années, ou les études qui sont réalisées à l'échelle européenne à droite sur les espèces des milieux agricoles. Et toutes ces études montrent un déclin global des espèces d'oiseaux, hors généraliste, et particulièrement les espèces des milieux agricoles, que ces espèces dépendent directement ou indirectement des milieux agricoles. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de regarder les oiseaux? D'une part parce qu'ils sont quasiment en haut de la chaîne alimentaire dans les espaces agricoles, que ce soit les petits passereaux ou les rapaces, ils vont venir s'alimenter auprès de différentes ressources qui sont produites dans les espaces agricoles. Du fait de cette position dans la chaîne alimentaire, ils sont également porteurs de fonctions écosystémiques, donc que ce soit dans la gestion des invertébrés ravageurs ou des micro-mammifères et des oiseaux qui peuvent provoquer des dégâts pour les rapaces, mais également dans le contrôle des graines d'adventice pour toutes les espèces granivores. En parallèle de ces fonctions écosystémiques, les oiseaux sont aussi à l'origine de dégâts, et Christophe vous en parlera plus largement, que ce soit bien sûr via la prédation d'espèces d'insectes auxiliaires, ou que ce soit via la réaction de dégâts liés aux cultures. Alors les oiseaux sont des bons indicateurs de l'état écologique des agroécosystèmes. L'intérêt, c'est qu'ils sont visibles et audibles pour tout le monde. Et puis ils représentent un aspect patrimonial, que ce soit pour la chasse ou via des espèces emblématiques comme le râle des genêts ou les perdrix, par exemple. Alors les oiseaux, il faut bien avoir en tête qu'ils vivent dans et utilisent des espaces agricoles. C'est-à-dire que pour la plupart des espèces inféodées au milieu agricole, si les milieux agricoles ne sont pas présents, ils ne sont pas présents. D'une part parce qu'ils utilisent les espaces agricoles en période reproductive, donc là si on regarde un petit peu le cycle de vie des oiseaux, ils utilisent les espaces agricoles en termes de nidification, donc que ce soit dans des parcelles cultivées, dans des bordures de parcelles, ou dans des prairies, par exemple ici une prairie de pâture.
Ils se servent également des espaces agricoles pour l'alimentation et l'élevage des jeunes. Donc en période de reproduction, les oiseaux sont essentiellement insectivores, donc avec des besoins en termes alimentaires plus ou moins spécifiques suivant les espèces. Et ça touche des espèces migratrices ou des espèces sédentaires sur le territoire français. En période hivernale, automnale et hivernale, les espaces agricoles produisent des aires d'alimentation et des aires de repos aux oiseaux migrateurs, pour les oies par exemple. Et puis pour toutes les espèces qui sont sédentaires, ce sont dans ces espaces agricoles qu'ils vont pouvoir s'alimenter et survivre pendant l'hiver. Donc tout au long de l'année, les oiseaux utilisent et vivent dans ces espaces. Alors la problématique, c'est que finalement l'agriculture est pointée du doigt comme la principale cause de déclin des espèces d'oiseaux communs, notamment en mettant en avant l'effet d'évolution des systèmes agricoles vers des systèmes plus productifs ou plus intensifs, donc, comme ça a été montré dans la dernière étude parue à l'échelle européenne. La difficulté, c'est que cette notion d'intensivité ou de système intensif rend le dialogue relativement difficile entre agronomie et écologie. D'une part, parce que suivant les études, la définition de l'intensification des systèmes va s'intéresser soit à des pratiques, par exemple le travail du sol ou les produits phytosanitaires, soit à des catégories de systèmes de culture, généralement en opposant les systèmes d'agriculture biologique à l'ensemble d'autres systèmes souvent mis sous le vocable conventionnel. Et puis surtout, cette notion d'intensification rend assez mal compte de la diversité des situations et des aspects systémiques qui opèrent dans les systèmes de culture. Alors concrètement, pourquoi l'agriculture a un impact sur les oiseaux? C'est parce que, comme les oiseaux utilisent les espaces agricoles, l'agriculture modifie les habitats liés à ces oiseaux. Les modifie de deux façons: en modifiant la quantité d'habitats disponibles, donc à l'échelle des paysages, que ce soit des éléments du paysage ou que ce soit les couverts, et en modifiant la qualité des habitats. Donc là, je vais me concentrer principalement sur les éléments individuels que sont les parcelles, et principalement en modifiant cette qualité d'habitat via la conduite des couverts. Donc si on s'intéresse, alors là aussi de façon non exhaustive, aux effets de l'agriculture sur la quantité d'habitat présent, de très très nombreux travaux en écologie ont montré que la structure et la composition des paysages agricoles étaient essentielles pour les oiseaux, et que plus on augmentait la diversité de couverts et la proportion d'infrastructures écologiques dans les paysages, plus on diversifiait les communautés d'oiseaux et plus on augmentait les abondances d'espèces. Et de la même façon, plus on réduisait la taille des parcelles, meilleurs étaient les habitats pour les oiseaux, notamment en créant des espaces d'interface entre zones cultivées et zones non cultivées. Espaces non cultivés, pardon. Il y a aussi beaucoup de publications qui sont intéressées à l'effet des couverts en termes de préférence, en termes de période de l'année et d'espèces, mais là aussi c'est très différent d'une espèce à l'autre. Par exemple, vous avez en haut à droite des préférences en termes de couverts pour l'alouette des champs, et les travaux ont montré que par exemple l'alouette était particulièrement attirée pour sa nidification par les espèces de légumineuses ou par les jachères. Et en bas à droite, vous avez pour le brûlon jaune le même type d'analyse réalisée en Angleterre, qui montre qu'on a plutôt une préférence pour les systèmes pâturés ou systèmes mixtes par rapport à des systèmes cultivés. Donc là, les effets à l'échelle des paysages, de l'agriculture, sur la quantité d'habitat disponible sont relativement bien documentés. Et on peut largement s'appuyer dessus. Si on s'intéresse maintenant à la qualité des habitats, c'est-à-dire à quel point les habitats vont répondre aux besoins des oiseaux, là, la littérature est très riche également, avec un effet globalement négatif des traitements phytosanitaires, qu'il s'agisse d'insecticides, d'herbicides ou de fongicides. Alors, sans parler des effets directs, ces effets sont principalement indirects, notamment sur la disponibilité alimentaire, soit parce que les insecticides vont réduire la quantité de proies, de ressources alimentaires disponibles, soit parce que les herbicides vont profondément modifier la disponibilité alimentaire pour les insectes dont les oiseaux vont pouvoir, sur lesquels les oiseaux vont pouvoir s'alimenter. De la même façon, il y a une littérature relativement riche sur l'effet du travail du sol sur la qualité d'habitat pour les oiseaux, avec un effet plutôt positif de la réduction du travail du sol et de l'absence de labour, là aussi en jouant sur la disponibilité alimentaire, soit pendant la période de reproduction sur la disponibilité en arthropodes, soit en jouant sur la période hivernale, sur la disponibilité en graines et plantules pour l'alimentation hivernale des espèces sédentaires.
Et puis enfin, il y a toutes les interventions mécaniques sur les couverts qui ont lieu, que ce soit lors de fauche ou de travail du sol pendant la culture, notamment dans les systèmes en agriculture biologique, où on a des effets directs, soit de mortalité, soit de dégâts sur les nids et les couvées. Enfin, si on s'intéresse aux effets systèmes de culture, là également la littérature est assez riche. Elle a montré un effet globalement positif de l'agriculture biologique et des systèmes et des mesures agri-environnementales sur les oiseaux, avec là toutefois des effets contrastés dans l'étude. Donc là, vous avez une étude qui a été parue en 2019 sur votre droite, comparant différents systèmes, l'effet de système d'agriculture biologique en comparaison de l'agriculture conventionnelle dans trois régions aux États-Unis et au Canada. Et cette étude montre que suivant ce qui est regardé, l'effet de l'agriculture biologique est positif, mais il n'est pas nécessairement significativement différent des effets de l'agriculture conventionnelle. Donc ces effets contrastés entre biologique et non biologique ont fait l'objet de plusieurs débats. Et de la même façon, ces effets de l'agriculture biologique sur les oiseaux montrent des effets contrastés entre espèces. Donc là, je vous ai mis différentes références qui montrent que pour certaines espèces, les effets sont plutôt positifs. Pour d'autres espèces, les effets sont neutres et ne sont pas mesurables, que ce soit à l'échelle européenne, que ce soit à l'échelle des États-Unis ou du Canada. Donc ce qui est sûr, c'est que les effets de l'agriculture sur les oiseaux sont connus, mais il est impossible aujourd'hui de décrire un système idéal ou un paysage idéal. Tous ces effets sont contexte dépendants, donc vous pouvez, si cela vous intéresse, regarder les différents échanges qui ont lieu entre Terrachank et puis différents collègues agronomes ou écologues dans Trends in Ecology Evolution, où finalement il y a un large débat sur qu'est-ce qu'il faudrait produire pour que les oiseaux finalement survivent dans les espaces agricoles, tout cela en lien avec aussi la faisabilité des solutions qui sont proposées. Ce qui est clair aussi, c'est qu'il y a des leviers qui sont déjà mobilisables pour restructurer et améliorer les habitats offerts pour les oiseaux, notamment énormément de leviers à l'échelle des paysages, en réintroduisant dans ces paysages des zones non cultivées, que ce soit via l'intermédiaire d'espaces de type jachère, par exemple, et de l'ensemble des éléments du paysage qui vont être favorables aux oiseaux, que ce soit des bandes enherbées, des bandes fleuries, des haies, des bosquets, des arbres, et surtout une reconfiguration de la taille des parcelles. Il est sûr qu'un paysage où il n'y a absolument aucun arbre sur des centaines d'hectares, ou aucun élément semi-naturel, de toute façon ne sera pas favorable à la biodiversité en général et aux oiseaux en particulier. Enfin, ce qui est quand même notable, c'est que ces questionnements sur les oiseaux, ils s'intègrent dans une nécessaire évolution des systèmes agricoles et des systèmes de culture pour être résilients, que ce soit face au changement climatique, face à la volatilité des prix des intrants, et puis aussi face aux attentes sociétales, la diversification des cultures, la réflexion sur la taille des parcelles, sur l'effet des aménagements agroécologiques, ne serait-ce que par exemple par rapport à l'érosion éolienne des sols. Tous ces éléments convergent de toute façon vers une évolution des systèmes agricoles qui seront favorables aux oiseaux, sans parler des évolutions vers la réduction des produits phytosanitaires. Mais tout ça, ça ne peut pas se faire si on n'accompagne pas pour conserver la vie faune. Conserver la vie faune, ça ne va pas nécessairement de soi. Par exemple, le CASDAR AgriBirds s'était penché sur la faisabilité finalement de faire toucher du doigt l'agrifaune par des agriculteurs qui n'avaient pas nécessairement de compétences en ornithologie. Un des premiers éléments d'enseignement de ce CASDAR, c'est que finalement on ne peut conserver que ce que l'on comprend, ce que l'on voit et ce que l'on connaît. Et ce que l'on a pu montrer dans ce CASDAR, c'est que par exemple, même sans compétences en ornithologie, il est possible, avec un petit apprentissage, d'appréhender la vie faune autour de soi. Que bien sûr, il y a des espèces qui sont plus facilement reconnues que d'autres, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que dans ces espèces reconnues, alors il y a certes les espèces des prédatrices, mais il y a également les espèces spécialistes des milieux agricoles ou qui vont utiliser les milieux agricoles pour s'alimenter. Donc par exemple, l'alouette des champs ou le brûlant broyé, qui sont spécialistes des milieux agricoles. Et que pour bien conserver les espèces d'oiseaux, il est nécessaire de se les réapproprier comme un élément de l'agroécosystème que l'on peut favoriser, sur lequel on a une action. Par exemple, les échanges qui ont eu lieu dans le cadre de ce CASDAR ont montré que si on veut que les agriculteurs se réintéressent à la nature, il faut déjà réapprendre à la regarder. Et donc ça sera aussi, c'est aussi des questions qui renvoient des questions à l'enseignement agricole.
que pour prendre la mesure des effets, il n'y a rien de mieux que l'expérience pour donner à voir, c'est-à-dire que les agriculteurs qui ont joué le jeu et qui ont participé à ce casse-d'art ont pu mesurer l'effet, notamment l'effet des paysages sur les oiseaux, et être capable de l'appréhender et éventuellement de mettre en œuvre des transformations dont ils pourront mesurer, même s'ils ne sont pas nécessairement capables de dire quelle espèce est favorisée, mesurer ne serait-ce que par l'observation et l'écoute d'une diversité pas forcément qualifiée de leur transformation. Et puis enfin, c'est aussi un nécessaire dialogue entre écologie et agronomie, alors que ce soit écologue ou naturaliste, pour bien prendre les enjeux des uns et des autres et la complexité des systèmes dans lesquels s'insèrent les exploitants agricoles. Et puis, il faut également mobiliser des dispositifs qui existent pour accompagner les transformations, pour favoriser l'avifaune, que ce soit les dispositifs agrifaune, des terres et des ailes, les territoires, et tous les dispositifs naturalistes qui peuvent accompagner les exploitants agricoles. Il est possible, aujourd'hui, dans les espaces agricoles, de concilier oiseaux et agriculture. Je vous remercie. C'est nous qui te remercions beaucoup, Aude, pour cette première intervention qui introduit très bien le sujet. Alors, je propose de passer sans plus attendre la parole à Christophe, qui va explorer une autre facette, parce que dès lors que l'on parle de biodiversité, c'est ce qu'on a essayé de vous montrer tout au long des webinaires de cette thématique, il y a du pour et du contre, j'ai envie de dire, c'est toujours un problème de gestion d'équilibre. Et donc, Christophe va nous explorer finalement que les oiseaux, ça peut aussi provoquer des dégâts. Et donc, Christophe, je te laisse la parole pour cette question-là. Bonjour, donc mon intervention sera sur les dégâts d'oiseaux en agriculture. Alors, de manière générale, c'est un sujet qui est très très ancien, aussi ancien que l'agriculture elle-même, et la plupart des filières agricoles sont concernées. Alors, on pense surtout aux cultures, tournesol, maïs, légumes, voire cultures pérennes, mais on peut aussi avoir des problèmes en production animale, des risques sanitaires sur l'ensilage ou des problèmes sur les bâtiments. Alors, ce sont des problèmes qui peuvent être largement répartis. Par exemple, les corbeaux sur maïs, on trouve ça un peu partout en France. On peut avoir des problèmes locaux. Donc là, je vais donner un exemple, celui des grues cendrées sur céréales. Alors, je vais poursuivre en approfondissant l'exemple du tournesol, où on a une forte interpellation de la profession sur ce problème. Enfin, depuis le début du XXe siècle, de plus en plus, on a l'impression qu'il y a davantage de problèmes et des problèmes à la levée. Alors, quelles sont les principales espèces en cause? Donc, on a des colombidés. Donc, vous voyez le pigeon ramier à gauche et le pigeon de Bizet de Ville à droite, qui vont manger les plants en train de lever et qui peuvent occasionner des dégâts à maturité. Puis, on a également des dégâts sur la face semi-levée avec des corvidés, des corneilles noires ou des corbeaux freux. Alors, ici, vous voyez des résultats d'une enquête déclarative. En fait, on regarde le stade auquel les plants sont attaqués. Donc, c'est surtout des problèmes au niveau de la levée, c'est-à-dire des dégâts sur plantule et des dégâts au semis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur une répartition qui est assez nouvelle, puisque au XXe siècle, on parlait surtout de dégâts à maturité. Donc, c'est quelque chose qui nous interpelle. On a eu une évolution de la situation. Quand on regarde ce qui se passe sur les champs, alors ici, vous voyez des résultats d'enquête. Donc, on a pris des bassins de production dans le Gers et en Poitou-Charentes et on a regardé ce qui se passait sur l'intégralité de petits territoires, toutes les parcelles de tournesol. On voit que finalement, il y a pas mal de parcelles qui ne sont pas attaquées. Mais les parcelles qui sont attaquées le sont fortement. Donc, on est sur une distribution à queue lourde. On a quelques parcelles, mais qui sont très fortement impactées, et il est difficile de savoir où ça va tomber. Ça, c'est quelque chose qui est assez stressant pour les agriculteurs. Alors, quand on regarde globalement, on est à peu près à 10% de parcelles où on peut avoir un impact agronomique. Et puis, pour les forts taux de dégâts, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de plants détruits, l'agriculteur peut être amené à ressemer, et ça occasionne des charges opérationnelles assez importantes parce que les semences sont le principal poste de dépense. Alors, quand on regarde on essaie de quantifier les dégâts, parce qu'on est toujours interpellé là-dessus. Finalement, combien ça coûte, quels sont les enjeux? Alors là, je vais donner deux cas.
Le premier cas, c'est les dégâts à la levée en France, donc sur la période récente, avec des prix qui sont quand même assez élevés. Sur 1 hectare de tournesol, on a à peu près un tiers de la marge brute indicative qui peut être amputée avec ressemis, et un peu moins sans ressemis. Et donc, quand on intègre ces différentes informations par hectare de tournesol, pour donner un ordre de grandeur de ce qui se passe en production, si on a 10% de parcelles avec nuisibilité, dont la moitié au sommet, on a un ordre de grandeur qui est de 20 millions. Alors si j'avais à parier, ce serait 20 millions, ni 2, ni 200. C'est bien un ordre de grandeur. Un autre cas, là, qui illustre ce qui se passe aussi en aval, sur la transformation et la commercialisation, c'est un cas aux USA. Là, on est sur des dégâts à maturité, où on voit qu'on a pas mal de dégâts en aval, 11 millions de dollars sur la phase transformation-commercialisation. Quelque chose qu'on ne connaît pas, ce sont les impacts indirects. C'est-à-dire le tournesol peut être abandonné par les producteurs qui ont peur de le cultiver, avec des effets en cascade. Donc on aura des rotations moins diversifiées, des errages plus difficiles, etc. Et puis un point qui est très important, c'est le coût psychologique. J'ai dit, on a du mal à prévoir ce qui va se passer. Il y a une période très tendue pendant 2-3 semaines, pendant la phase semi-levée. C'est vraiment une épée de Damoclès, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre. Alors pourquoi on a tant de dégâts? Et surtout avec les évolutions récentes, les dégâts à la levée qui sont de plus en plus importants. Alors, il y a plusieurs hypothèses. On peut dire qu'il y a davantage d'oiseaux qui vont exercer une pression accrue sur les cultures. Donc ça, c'est une hypothèse. C'est assez plausible pour les pigeons ramiers, parce qu'on a une population qui est en forte expansion au niveau français et européen. Mais bon, ça n'a pas été vérifié en tant que tel, mais ça semble assez plausible. On peut dire aussi que les cultures sont une solution de repli, c'est-à-dire il y a moins de prairies, et puis, faute de mieux, les oiseaux vont aller sur les cultures. Donc ça, c'est assez plausible pour les corvidés, mais pareil, ça n'a pas été formellement prouvé. Un point important, l'altération des habitats va favoriser les gros généralistes au détriment des petits spécialistes. Donc les spécialistes, les petits passereaux, les alouettes, ne sont pas dans un état formidable, mais les gros généralistes, les pigeons, augmentent. Donc là-dessus, il y a un consensus scientifique. Donc c'est cohérent avec ce qu'on voit sur les dégâts, enfin sur les populations de gros généralistes qui nous embêtent. Le changement climatique rebat les cartes, ça c'est une donnée importante aussi, mais bon, à un moment, il faut être un peu plus précis pour pouvoir inventer les choses. Et le dernier point, quand on regarde, on en discute avec les agriculteurs, ils sont OK avec ces points, ils trouvent ça intéressant. Mais à un moment, qu'est-ce qu'il faut faire en pratique, au-delà des considérations générales, pour protéger les parcelles et le revenu? Ça va être la suite de l'exposé. Donc, que faire pour protéger les parcelles? Comment faire? Alors, première chose, des méthodes agronomiques. Donc, on peut repousser les oiseaux, par exemple avec un effaroucheur. On peut utiliser des produits répulsifs sur semences. Ça existe. Il y en a encore un sur maïs. Bon, ça peut marcher. Il peut y avoir un effet modéré, mais qui sera nul en forte pression. Donc, ça marche plus ou moins bien. On peut essayer de perturber les oiseaux. Donc là, c'est plus prospectif. Alors là, par exemple, on va semer du tournesol dans un couvert de févrole qu'on va détruire, et les oiseaux seront perturbés. Alors, est-ce que c'est de la févrole, tournesol? Ils ne savent pas. On a un peu moins de dégâts, mais c'est quand même des conduites qui sont assez complexes et risquées. Enfin, il y a des problèmes agronomiques. Ce n'est pas complètement au point. Une dernière stratégie, c'est cantonner. Donc, on va jeter des graines sur une bande attractive. En fait, c'est de l'agrainage dissuasif, en espérant que les oiseaux vont manger les graines et pas le tournesol sur la parcelle. Bon, là, ce n'est pas encore tout à fait au point. Donc, d'un point de vue méthode agronomique, on n'a pas de solution miracle. Donc, on est un peu diminué. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est assez délicat, parce que quand on protège une parcelle, les oiseaux pourront se déporter chez les voisins. Si on protège toutes les parcelles du territoire, ils vont s'habituer, ils finiront par manger le tournesol, parce qu'ils ont faim. On pourrait avoir la même consommation dans différents cas. Donc, ce qui marche localement ne préjuge pas d'une efficacité globale, et ça, c'est très, très embêtant. Autre solution, réguler les populations. Donc, il y a un cadre réglementaire qui existe en France. Alors, la théorie simplifiée, donc là, je reprends un exposé de Frédéric Giguet du Muséum. On a des oiseaux, on en tire, on a moins d'oiseaux, et donc on a moins de dégâts. Ça, c'est ce qui devrait se passer logiquement, mais souvent on constate ça.
Finalement, on se retrouve avec autant d'oiseaux et autant de dégâts. Alors, comment l'expliquer? Ça peut s'expliquer par des oiseaux qui viennent de l'extérieur du territoire, ou ça peut s'expliquer par la production de jeunes, et à la fin, on aura autant d'oiseaux. Alors, pourquoi c'est possible? En fait, c'est possible parce qu'on a des oiseaux qui ont une capacité de dispersion très importante. Donc là, on est sur des jeunes qui se dispersent avec des reprises de bagues. Enfin, vous voyez un peu la capacité de dispersion de ces oiseaux. Donc des oiseaux qu'on retrouve à Paris, mais qui peuvent venir de Belgique ou de l'Ouest, etc. Donc les oiseaux voyagent beaucoup. Alors, les termes du débat par rapport à la régulation ou tir de destruction, en fait, le problème, c'est qu'on a un peu deux niveaux. C'est-à-dire global à long terme, action sur la démographie, c'est ce que j'ai montré, mais là, le risque, c'est de vider la piscine avec une petite cuillère. Ça va se remplir sans arrêt. Mais aussi, on peut aussi avoir des effets locaux et à court terme. Donc là, on est dans des logiques de zones de protection. C'est-à-dire, sur les quelques semaines que ça dure, on va tirer des oiseaux. Ça va être très pédagogique, mais le problème, c'est qu'ils risquent d'aller chez les voisins. Le problème aussi, c'est la balance coût-bénéfice. C'est est-ce que ça vaut le coup de tirer les oiseaux? Donc on a déjà des problèmes pour quantifier les dégâts. Avec les déclarations volontaires, c'est compliqué parce que les gens, en fait, déclarent très peu. On peut faire des enquêtes par échantillonnage, mais ce n'est pas gratuit non plus. Quant aux opérations de régulation, elles sont tracées. On pourrait savoir combien d'oiseaux sont tirés ou piégés, mais c'est quand même des données qui sont accessibles au niveau départemental et assez difficiles d'accès. Donc là-dessus, il y a des choses à éclaircir. Alors, vers quoi on s'oriente aujourd'hui? On s'oriente plutôt vers une gestion territoriale. Alors en fait, en écologie, on a souvent une approche hiérarchique. Donc, on a parlé de la parcelle. Il y a le paysage, c'est-à-dire les oiseaux vont choisir des parcelles dans le paysage. Et puis, à grande échelle, on a la région. Donc là, on est sur des dynamiques démographiques de long terme. Et le paysage, ça nous semble vraiment un niveau pertinent. Ça, c'est encore un niveau sur lequel les agriculteurs ont des leviers d'action. On n'est pas sur le grand topo, le grand niveau régional, où vraiment là, c'est des niveaux qui sont bien plus compliqués à gérer. Alors, le cadre dans lequel on va raisonner, c'est qu'il y a un équilibre entre fourniture de ressources, c'est-à-dire les oiseaux, les cultures fournissent des ressources pour les oiseaux, les plantules de tournesol, les grains de maïs, etc. Et puis, des espaces non agricoles, par exemple, les bois peuvent fournir des ressources. Et de l'autre côté, il y a la demande des oiseaux qui va varier au long de la saison. C'est-à-dire au début, les oiseaux viennent, ensuite ils élèvent les jeunes, on aura peut-être davantage de besoins. Donc, l'idée, c'est de comprendre quel est l'équilibre dynamique, comment fourniture et demande varient avec le temps. Alors, première idée, on va désynchroniser la fourniture de données. On va positionner les périodes sensibles quand la demande des oiseaux est plus faible. Donc là, on est sur une logique de désynchronisation. On peut être aussi sur une logique de dilution. C'est-à-dire, on va faire en sorte que l'offre est très supérieure à la demande des oiseaux et ça va dépasser la capacité de consommation des oiseaux. Par exemple, on va concentrer les cultures sur un territoire, on va concentrer l'offre dans le temps en synchronisant les semis. Et donc là, la capacité de consommation des oiseaux sera dépassée. On pourra avoir quelques parcelles détruites, mais globalement, sur le territoire, on aura moins de dégâts. Ça pose quand même pas mal de questions. Alors déjà, des questions de faisabilité. Synchroniser les semis, comment faire? C'est pas évident. Il faut considérer aussi le fait que tout ça, c'est des leviers qui pourront être en complément d'autres actions, pas en remplacement. En fait, on est dans la combinaison de leviers à effet multiples. Et un gros point, c'est qu'on manque de connaissances sur les oiseaux pour paramétrer ces modèles et savoir quelles sont les stratégies les plus pertinentes. Et l'impact sur la démographie. Donc là aussi, c'est des questions qui se posent. Alors, si vous voulez en savoir plus, il y a un colloque qui a été organisé fin 2002 et les rediffusions sont disponibles sur YouTube, sur la chaîne Terrinovia ou directement sur le site de Terrinovia. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Christophe. Pour lancer la dernière intervention donc de
de Joséphine Éclairville. Je vais m'appuyer en fait sur une question qui a été posée, puisqu'il y a quelqu'un qui nous dit que finalement, est-ce qu'on n'a pas un discours un peu schizophrène avec d'un côté une baisse des populations d'oiseaux en milieu agricole et puis une augmentation des dégâts. Et la question se termine par on comprend que la communication entre agronomie et écologie soit compliquée. Et je pense que cette communication, elle commence dès l'enseignement. Et du coup, voilà, je pense que Joséphine, tu vas nous en dire un petit peu plus sur comment est-ce qu'on peut, dès la formation, parler écologie avec des agronomes et inversement. Alors, tu as ton micro coupé. Hein. Joséphine, pour mettre le micro et revenir au début et mettre en mode diaporama. Merci. Ok, tout va bien. Pardon. Alors, pour me présenter brièvement, je suis écologue de formation et il se trouve que je suis chercheuse en ornithologie. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est que je vous parle de mon expérience d'enseignante en écologie. Alors, depuis bientôt 20 ans, je me rends compte, j'enseigne l'écologie aux ingénieurs agronomes en devenir au sein de l'ESA d'Angers. Alors, notre projet n'est pas de former des écologues purs, mais plutôt de fournir aux ingénieurs une boîte à outils en écologie qu'ils et elles pourront mobiliser dans différents domaines d'application, qui peuvent être la production agricole, bien sûr, mais aussi la gestion et la protection des ressources naturelles. Alors, les personnes avec qui je peux discuter imaginent souvent que les jeunes que nous formons sont tous maintenant motivés par l'écologie. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Une partie est passionnée des questions d'écologie, d'agroécologie, certes, mais pour beaucoup, les rapports à la nature et au fonctionnement très simple d'un milieu naturel sont rompus. Pour certains étudiants, le mode de reproduction des oiseaux en Europe reste mystérieux. Ils peuvent croire que le nid d'un oiseau équivaut à sa maison, ou ignorent que les oiseaux chantent et ne se reproduisent qu'une fois par an, essentiellement au printemps-été. Alors que ces mêmes étudiants ont d'importantes capacités académiques en biologie, mais aussi en mathématiques, chimie, physique. Alors évidemment, nous ne formons pas des étudiants pour travailler sur les oiseaux, mais dans notre mission plus large de former ces ingénieurs agronomes à l'écologie, les oiseaux nous aident souvent en fournissant de nombreux exemples. Alors comme Aude nous l'a très bien présenté tout à l'heure, l'oiseau est coloré, chante, vit de jour comme nous. Il y a une diversité importante d'oiseaux, mais cette diversité n'est pas inabordable pour le débutant. Les oiseaux occupent, comme ça a été dit, des places intéressantes et variées dans les écosystèmes et jouent une diversité de rôles. Et pour toutes ces raisons, l'oiseau a déjà été énormément étudié et donc fournit de nombreux exemples bien connus et documentés. Alors, au fil des années, avec mes collègues écologues ici à l'ESA, nous avons bâti un projet d'enseignement de l'écologie. Même si nous continuons à l'agrémenter et espérons toujours le renforcer au regard des enjeux énormes auxquels se confronte aujourd'hui la profession agricole. Alors, pour résumer, nos étudiants suivent des cours et des activités en écologie fondamentale, en licence 2 et licence 3, avant d'accéder petit à petit, selon les options et les spécialités, à des activités et projets plus appliqués, en fin de L3, M1 et M2. Alors, dans la présentation des exemples qui suivent, je vais essayer de faire ressortir quelques-uns des principes et théories issus de l'écologie qui nous paraissent importants à maîtriser pour nos ingénieurs, ainsi que les méthodes, en mettant en avant les oiseaux, qui peuvent nous servir pour leur appropriation. Donc, en licence 2, deuxième année du cycle ingénieur, l'accent est vraiment mis sur la compréhension de la façon dont un milieu ou un contexte conditionne les espèces qu'on y trouve et qui s'y adaptent. Les systèmes agricoles dominants ont moins tenu compte des contraintes du milieu ces dernières décennies, mais à l'avenir, l'écologisation de l'agriculture nous invite à davantage adapter chaque projet agricole aux conditions du milieu pour mieux tirer profit des processus écologiques. Alors, à l'écran, vous avez un exemple en L2. Après avoir abordé différentes connaissances sur la façon dont les espèces se répartissent en fonction des conditions du milieu, à l'échelle globale comme à l'échelle très locale, nous partageons une sortie de terrain en petits groupes et l'objectif est simple, c'est d'observer sans mesurer et de porter un diagnostic écologique au milieu. Quelle est la structure de la végétation? Quelle est sa composition? Quels sont les facteurs du milieu de sa gestion que nous pouvons deviner? Après, quelles questions ou hypothèses nous posons par rapport au fonctionnement de l'écosystème?
Et ensuite, je demande à chaque étudiant de choisir un milieu semi-naturel près de chez lui ou elle et de produire 2 schémas pour le décrire dans son ensemble avec un zoom sur un micro-habitat en son sein. En L3, l'année d'après, l'accent est vraiment sur les interactions entre les organismes vivants, qui peuvent être des interactions entre individus d'une même espèce au sein d'une population, ou alors des interactions entre différentes espèces antagonistes, comme dans la compétition ou la prédation, ou bénéfiques, comme avec les relations mutualistes. Alors, pour donner un exemple, en écologie des populations, nous apprenons les bases de la dynamique des populations. Comment suivre les effectifs d'une population? Souvent, les exemples concernent les espèces à enjeu économique, population de poissons en mer, question de suivi de population de ravageurs en agriculture. Nous approfondissons en cours l'exemple de la perdrix grise, vous voyez à l'écran, qui a fait tant l'objet d'études et de plans de gestion pour tenter de concilier les intérêts de sa conservation, de la chasse et de la production agricole. Et ici, les étudiants comprennent que ces travaux nécessitent de la collecte de données pour calculer l'effectif, la natalité, la mortalité, parfois par classe d'âge, sur plusieurs années, voire dizaines d'années. C'est très coûteux en temps et en argent, sauf implication d'une armée d'observateurs bénévoles, comme les chasseurs dans notre exemple. En 3e année aussi, nous abordons les approches multi-échelles en écologie, et plus particulièrement l'écologie du paysage. De nombreux processus écologiques qui nous intéressent en agroécologie dépassent largement les frontières de la parcelle, voire de l'exploitation, et nos ingénieurs doivent avoir la capacité à aborder ces questions à plusieurs échelles spatiales. Pour donner un exemple, nous voyons en cours que les populations animales vivant dans des paysages où l'habitat favorable est très fragmenté par l'urbanisation, par l'agriculture intensive par exemple, peuvent parfois fonctionner malgré tout grâce à l'existence de métapopulations, composées de sous-populations partiellement isolées mais connectées par des flux d'individus et de gènes. Alors, un logiciel qui s'appelle Ramas propose un jeu utilisant des données écologiques collectées en Californie pour viser à protéger la chouette tachetée. Alors cela permet aux étudiants de se positionner en gestionnaire avec un budget limité à 500 000 $ et d'explorer les conséquences de différents choix d'aménagement et de gestion tenant compte de la structure spatiale des habitats sur la viabilité de cette métapopulation. Au cours de la 3e année aussi, l'apprentissage des outils d'écologie de terrain nous paraît une étape indispensable pour lier la théorie et la pratique. Moi, j'aime beaucoup dans ce cadre initier les étudiants aux méthodes de l'ornithologie quantitative, en leur proposant sur le terrain de s'isoler individuellement, derrière un buisson, au fond d'un bois, accroupi en bordure de parcelles, pour la réalisation d'un point d'écoute. C'est l'occasion d'apprendre plusieurs choses. Déjà, passer 5 minutes sans rien faire, sans bouger, pour laisser les oiseaux s'habituer à sa présence. Découvrir ensuite l'énorme diversité des sons. Constater la difficulté de placer ces sons en termes de direction et de distance. Et comprendre le défi de l'identification. Avec certains groupes, nous avons travaillé des compétences en identification, leur exigeant par exemple d'apprendre à reconnaître 20 chants d'oiseaux les plus communs des milieux agricoles. Et enfin, de programmes, surtout vers le M1 et le M2, les enseignements sont plus souvent sous la forme de mise en application directe, sous la forme de mini-projets ou d'études, impliquant de la collecte de données sur le terrain, des analyses spatiales ou statistiques, et vraiment à la croisée avec toutes les autres disciplines enseignées à l'école. Alors, juste pour citer un exemple, dans un mini-projet tout récent, un groupe d'étudiants en Master 1 a abordé la question de la mise en place d'un protocole de suivi des faits de différentes modalités de gestion de prairies humides en zone Natura 2000 sur l'habitat du râle déjeuner, ainsi que sur les autres espèces de passereaux inféodés à ces prairies humides. Et ici, les différentes dimensions vues en théorie prennent tout leur sens. L'échelle spatiale de l'étude, compte tenu des espèces ciblées, pour certaines migratrices, avec un domaine vital pendant la saison de reproduction, mais aussi des unités de gestion agricole qui sont des parcelles bien plus petites. Les interactions entre le couvert végétal et sa gestion, la disponibilité d'une ressource alimentaire pour ces oiseaux, surtout insectivores, et la notion de suivi sur le long terme et la mise en place de protocoles de terrain solides et pertinents.
Alors, j'ai dit que nous ne formons pas des étudiants pour travailler sur les oiseaux, mais de temps en temps, nos étudiants partent pour des projets en lien avec les oiseaux, des projets de conservation, de gestion des populations menacées, mais aussi pour gérer les oiseaux qui peuvent être auxiliaires ou poser des problèmes pour l'agriculture. Donc, c'est le cas de Clairvy, qui a gentiment accepté de nous dire ce qu'elle fait actuellement et en quoi sa formation en écologie à l'ESA lui sert dans ce cadre. Je te laisse la parole, Clairvy. Alors, bonjour à tous. Donc, pour me présenter rapidement, je suis élève en M2 à l'École supérieure des agricultures à Angers, où je me spécialise actuellement en production végétale et agroécologie. Et pour valider mon stage de fin d'études, je travaille donc actuellement pendant 6 mois à Agroscope. C'est un institut de recherche en agronomie dirigé par la Confédération suisse. Donc, ce stage, il vient en appui à la thèse d'Amal Chantoufi qui est intitulée « Vers des solutions éthiques pour réduire les dégâts aviaires sur les cultures ». Et mon projet a pour ambition d'améliorer la compréhension de l'influence du contexte paysager sur les attaques aviaires. Alors pour ce faire, plusieurs phases ont rythmé ce projet, et les rythment encore, dans lesquelles les compétences et outils acquis au cours de mes enseignements en agroécologie et en écologie de paysage ont pris tout leur sens. Donc la première a été de s'intéresser de près à l'écologie de nos deux espèces d'intérêt, qui sont ici la corneille noire et le corbeau freux, et notamment à leur mode de reproduction et capacité de dispersion. Donc pour cela, nous avons mis en place des relevés de terrain pour quantifier le nombre potentiel de nids de corneilles noires et de colonies de corbeaux-freux autour des parcelles étudiées. Cet échantillonnage basé sur la taille des domaines vitaux de ces espèces, nous en avons bien conscience, n'est pas exhaustive, mais permet d'étudier le lien entre la proximité de nids ou de dortoirs et l'intensité des dégâts mesurés sur la parcelle. Donc, dans une seconde phase, au semis des cultures, un comptage des dégâts a été effectué. Donc, pour le réaliser, on a fait un diagnostic des différents types de dégâts possibles pour comptabiliser au mieux les dommages causés par nos oiseaux d'intérêt. Donc, on fait par exemple la différence entre les dégâts létaux, donc les tiges sectionnées, ou les dommages viables, comme un cotylédon mangé sur le tournesol. Enfin, une dernière phase de collecte de données toujours en cours consiste à caractériser le contexte paysager de nos parcelles. Donc pour cela, je mobilise directement mes connaissances en écologie du paysage. Et notre objectif est de développer des méthodes de description de la structure du paysage qui expliquent le mieux la présence des espèces cibles et des dégâts. Donc, plusieurs variables paysagères seront calculées et analysées, comme le pourcentage de bâti, de haies ou de forêts, la distance aux villes, la présence ou non de compostières ou de déchetteries, la présence ou non de perchoirs ou encore la disponibilité en ressources alimentaires alternatives pour les oiseaux d'intérêt. L'analyse intégrera plusieurs échelles spatiales, car les processus écologiques étudiés ne se cantonneront bien sûr pas qu'à la parcelle, mais bien au-delà dans le paysage. Et c'est d'ailleurs grâce à l'étude de l'écologie des corvidés que le choix d'étudier le paysage dans des buffers de 3 à 5 km a été validé, car les mouvements de ces espèces sont limités à la période des semis, car cette période coïncide avec la période de reproduction. La compréhension de l'écologie des espèces pour mieux observer et comprendre les interactions homme-oiseau a donc été une nécessité pour appréhender l'étude paysagère. Ainsi, avoir pu bénéficier d'une formation agronomique complémentée par des enseignements en écologie me permet de répondre au mieux aux enjeux de mon sujet de mémoire. Et je trouve d'ailleurs que ce projet de mémoire reflète très bien la dynamique de réflexion insufflée durant mes enseignements en agroécologie, c'est-à-dire trouver des conciliations alternatives entre produire et la nécessité de préserver et de coopérer avec des espèces dites ravageuses. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à toutes les deux pour ce regard enseignement et merci donc à Clairvy de nous avoir illustré comment on peut et comment des compétences en agronomie, en écologie peuvent être utilisées ensuite par une étudiante en agronomie. Donc, on va passer à la partie questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie questions-réponses pour alimenter cette séquence de discussion. Donc, peut-être pour commencer, je vais commencer par deux questions un peu plus orientées vers l'un ou l'autre d'entre vous, à savoir, alors peut-être Aude, suite à ton intervention, il y a eu une question, donc tu avais effectivement évoqué le fait qu'il y avait, s'il y avait
peut-être le système sur lequel il y avait le plus de biblios, c'était l'agriculture biologique. Et donc, il y a quelqu'un qui voulait en savoir un petit peu plus sur l'impact de l'agriculture biologique sur les espèces d'oiseaux, qui est positive ou nulle. Est-ce que ça varie avec l'espèce d'oiseau, la culture, la région, le pays, d'autres facteurs? Enfin, tu pouvais nous en dire un petit peu plus sur l'impact de l'agriculture biologique. En fait, suivant les études, on va ou non prendre en compte ces différents éléments. Par exemple, il y a des études qui s'intéressent à l'impact de l'agriculture biologique en verger et qui vont montrer qu'il y a un effet positif de l'agriculture biologique en verger sans nécessairement s'intéresser espèce par espèce à identifier quelle est l'espèce qui en bénéficie le plus. Simplement, en identifiant en fait, il y a plus d'espèces dans les vergers d'agriculture biologique et on a une abondance en oiseaux globalement plus élevée dans les vergers d'agriculture biologique. Mais il y a le même type d'études qui sont réalisées pour du blé, pour des légumineuses, pour du colza, enfin, l'effet de la culture peut être analysé. Souvent, ce qui est difficile, c'est que dans ces études, enfin, rares sont les études qui vont intégrer tous les facteurs, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de quantifier à la fois l'effet des facteurs du paysage, l'effet des systèmes de culture, l'effet de la densité des systèmes de culture autour du point d'écoute, et qui vont aller regarder les espèces d'oiseaux effectivement favorisées. Donc je dirais que tout joue, c'est ça qui est très complexe, c'est que c'est vraiment contexte dépendant. Il y a quelques études qui se sont intéressées à l'effet de l'agriculture biologique à l'échelle des exploitations agricoles et qui montrent qu'à l'échelle des exploitations agricoles, on observe un effet de l'agriculture biologique positif si on est dans des systèmes, on a un moment où il y a une capacité de compensation des éléments semi-naturels. Et c'est tout le débat, par exemple, qui alimente les échanges que je vous ai mis là dans Trends in Ecology, c'est que finalement, c'est quoi la meilleure configuration qui fait qu'on peut accepter du non-biologique dans le paysage? Et qu'est-ce qui fait que quand on intègre des haies, des jachères, finalement l'effet de l'agriculture biologique n'est plus visible parce qu'on a plein d'autres éléments qui sont capables de remplir les fonctions nécessaires à l'habitat pour les oiseaux. Donc oui, tout joue et tout n'est pas nécessairement quantifié dans les études. Merci Aude. Alors après, j'ai posé une question plus spécifique à Christophe. Alors Christophe, tu as mentionné le fait que les pertes sont plus importantes à la levée, donc semi-plantule, qu'auparavant. Et du coup, finalement, tu as peut-être été un peu sec sur l'explication derrière. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a une modification de la diversité des espèces, par exemple des généralistes par des spécialistes? Est-ce que, elles sont moins importantes à la récolte pour les mêmes raisons? Est-ce que finalement, ce n'est pas une conséquence de nos actions qui ont conduit à la perte de biodiversité? Enfin, est-ce qu'il y a des éléments pour expliquer un petit peu ce constat? Je suis sec, mais je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Là, il faudra mener des études approfondies là-dessus. Donc, là, j'ai posé un certain nombre d'hypothèses. Alors, le paysage en France est intégralement géré. Je veux dire, il n'y a plus de zone naturelle, entre guillemets. Donc, les changements qui ont été opérés sur les paysages, sur les pratiques agricoles, ont dû jouer. Les changements globaux ont dû jouer aussi. Après, savoir ouvrir cette boîte noire pour savoir, retracer précisément ce qui s'est passé. Alors si, il y a peut-être un cas intéressant, mais alors ça, il y a une étude en Angleterre, par exemple, c'est sur le pigeon ramier. Et le pigeon ramier qui aurait profité du colza, de l'expansion du colza dans les années 80 pour augmenter sa population en Angleterre. Alors ça n'a pas été vérifié en France, donc là on pourrait faire les études. Voilà, donc on est sur des choses très, très complexes. Alors évidemment que, comme tous les espaces sont gérés, on a une responsabilité, entre guillemets, mais on n'a pas cherché à augmenter les populations de pigeons ramiers. Mais finalement, c'est le résultat de différentes actions qui font que, on peut avoir des effets de ce type-là. Mais voilà, quoi. Donc, je suis un peu sec, mais je ne peux pas aller beaucoup plus loin sur les explications. Là, il faudrait vraiment mener des études là-dessus, et c'est un sujet qui est assez peu investigué, en fait, ce problème des dégâts d'oiseaux. Merci Christophe. Et pour finir un peu le tour de table des premières questions un peu plus ciblées, il y en a une qui est arrivée plus à destination de l'enseignement, donc là c'est plus Joséphine et Clairvy. Est-ce que vous avez des conseils pour des protocoles d'inventaire qui permettent d'approcher de façon globale le potentiel d'accueil d'une exploitation, et notamment qui peuvent être utilisés avec des étudiants?
Donc, pour approcher une approche rapide de la biodiversité de l'exploitation, c'est ça la question? Si Oui, je c'est ça, reformule, si ouais. je comprends bien, ouais. Alors, moi, ce que j'utilise souvent avec des étudiants, c'est pas un protocole qui mesure, très précisément, le niveau de biodiversité, mais c'est plus un diagnostic, libre, qui est issu d'un projet CASDAR, IBIS, dans lequel, ont collaboré plein d'acteurs, de la profession, agricole, écologues, sociologues aussi, et on a développé, un guide d'enquête auprès de l'exploitant, qui nécessite un travail qui situe l'exploitation agricole dans son contexte paysager, et une préparation préalable sur les pratiques agricoles, classiques, et ils sont pratiqués, et après une visite, sur l'exploitation pour repérer, cartographier les éléments semi-naturels, questionner l'exploitant sur ses souhaits, ses perceptions par rapport à la biodiversité qu'il gère, et aller sur des préconisations, et ça, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer, assez facilement avec des étudiants, heu, leur, heu, leur trouver un exploitant qui est partant pour faire, l'objet du diagnostic, et puis après le guide est très complet, et puis, les étudiants peuvent, suivre ça. Donc, moi, je conseillerais le diagnostic IBIS. Il y en a d'autres, mais voilà. Merci Joséphine. Alors, Christophe, je crois que tu voulais réagir à une des interventions ou une des questions qui avait été posée dans la partie QR. Donc, je crois que c'était sur la question sur parce que j'avais relancé pour présenter Joséphine sur l'aspect schizophrène. Ah, ok. C'était bien celle-là sur laquelle tu souhaitais réagir. Oui, mais enfin, il y a un article dans Science qu'on peut retrouver sur Internet très facilement, le paradoxe du pigeon ramier, qui explique tout ça très bien. C'est-à-dire qu'on a Ben, le titre, c'est le paradoxe du pigeon ramier, donc ça explique, enfin, pourquoi on a des gros spécialistes comme pigeon ramier qui finalement sont à la fois sur des habitats agricoles, en forêt, en ville, et ils prospèrent au détriment des petits spécialistes, quoi. Donc peut-être, en fait, est-ce il n'y que a tu pas peux mettre de... la... Excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que tu peux mettre la référence peut-être dans la partie Alors discussion? attends, discussion, ok. Je vais mettre la référence. Ok. Voilà, du coup, ça me permet de prendre d'autres questions en complément. Alors, il y avait une question qui a été likée 2 fois, mais je ne sais pas si vous avez des éléments y répondre. C'est, en fait, on parle beaucoup d'agrivoltaïsme, et est-ce que vous avez une idée de l'impact sur les oiseaux de l'agrivoltaïsme? Je ne sais pas si l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous a des éléments sur cette question-là. Merci, Christophe. Bon, je crois que, désolée du coup pour... je pense que là, c'est peut-être plutôt un front de recherche que des choses déjà mentionnées. Enfin, Euh, on peut quand même dire que, enfin, moi, je ne sais pas s'il y a des études, qui portent directement sur l'impact de l'agrivoltaïsme sur les oiseaux, mais la première cause de disparition des espèces d'oiseaux, c'est la disparition de leur habitat. Donc, voilà, ça dépend des types de surfaces qui sont transformées. Si ce sont des, voilà, et si ce sont des surfaces, à valeur, écologique, évidemment, on peut imaginer des problèmes. Mais, et je pense que c'est là-dessus que portent les recherches, c'est sur les types de terrains, qu'il est plus pertinent de transformer, etc. Merci Joséphine pour cette contribution à la réponse. Alors, comme voilà, je vois l'heure qui tourne, je vous poserai bien une question. Enfin, plutôt, c'est une réflexion qui a été posée, mais qui questionne en fait. Alors, je vous la lis, hein. C'est un des éléments contre l'option éliminée des oiseaux qui causent des dégâts. N'est-il pas également les éventuels effets indirects, notamment sur les autres espèces de ravageurs, l'élimination des moineaux en Chine pour cause de dégâts sur les cultures, qui a favorisé l'augmentation des populations d'insectes ravageurs qui n'étaient plus limitées par les moineaux. Donc, par exemple, les corvidés sont généralistes, qu'ils régulent peut-être d'autres ravageurs malgré les dégâts sur les semis. Donc, c'est une question qui, je trouve, questionne vraiment cette notion d'équilibre et d'interaction et finalement de préserver en sachant qu'à moitié. Donc, voilà, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a envie de réagir sur cette question ou cette réflexion-là?
Joséphine, peut-être je te vois hocher la tête si tu veux enchaîner là-dessus et puis on passera peut-être la parole à Aude derrière. J'ai hoché la tête parce que j'étais assez d'accord avec ta façon d'en parler. Oui, je pense que enfin, Christophe a quand même évoqué des effets pervers de prélèvement sur des populations, et ça fait partie des choses qu'on essaye d'appuyer en enseignement aussi. Des fois, quand on contrôle ou qu'on supprime une partie des organismes vivants dans un système, on a des effets complètement pervers. Donc, je pense que le vrai problème sur ces oiseaux prédateurs, et que Christophe a bien souligné, c'est notre absence de connaissance aussi de l'étendue réelle des dégâts, des paysages dans lesquels ces dégâts interviennent, notre capacité à prévoir, et puis après à étudier aussi des situations où il n'y a pas de dégâts, enfin voilà, à objectiver un peu tout ce problème. Christophe, peut-être si tu veux réagir, parce que c'était quand même suite à ton Oui, intervention que... oui. Deux choses. Il faut savoir que les corvidés sont parmi les principaux prédateurs des pigeons. Donc ça montre un peu l'interaction. C'est-à-dire ils vont manger les œufs. Après, ce qui se passe en France, bon, on ne sera pas dans le grand bond en avant et la campagne des 5 nuisibles qui a été menée en Chine. C'est-à-dire qu'on n'a pas la capacité, enfin, on ne parle pas d'extermination ou quoi, enfin, on ne va pas éliminer des populations. Et déjà, notre capacité vraiment d'action pour réduire les populations, donc je ne pense pas qu'on puisse être dans des situations aussi dramatiques avec des effets aussi dramatique, quoi. Mais la question est intéressante. C'est vraiment, on est sur des problématiques vraiment complexes avec des interactions et des effets rebonds. Merci Christophe. Alors après, je vous relayerai bien une question en fait sur la notion de complexité paysagère, parce qu'on a vu au travers de vos exposés que vraiment cette notion de paysage était très importante. Et donc, il y avait une question, est-ce qu'il n'y avait pas des indicateurs à grande échelle de la complexité des paysages agricoles et est-ce que ça paraîtrait a priori relativement simple à faire à partir d'images satellites? Et derrière, en fait, je rallonge un petit peu à la question avec la notion d'échelle parce que finalement, Christophe nous a montré qu'on pouvait avoir des oiseaux qui venaient de Belgique. Donc finalement, à quelle échelle, en fait, il y aurait du sens à caractériser, voire à utiliser, si c'était possible, ces satellites pour caractériser la complexité des paysages? Aude, je ne sais pas si tu veux peut-être toi réagir en premier là-dessus. Alors, je pense que la question, c'est pourquoi est-ce qu'on mesure ces indicateurs à large échelle? C'est ce que j'avais répondu là dans la liste. Ouais, j'ai vu que tu avais répondu. L'intérêt de mesurer à large échelle, c'est de rendre compte d'un état et éventuellement de faire réagir. La difficulté, c'est que de toute façon, les solutions, elles vont être situées. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre en œuvre les mêmes stratégies d'aménagement paysager dans un bocage ou dans une grande plaine céréalière. Ça n'aura pas de sens par rapport à la biologie des espèces qui sont présentes et par rapport à des stratégies de conservation. Donc des indicateurs à très large échelle pour identifier des tendances, pour mettre en avant des problématiques, c'est extrêmement efficace. Par contre, pour mettre en place des solutions, ou au contraire, s'intéresser à la diversité des situations que l'on a, et donc aux leviers qui sont mobilisables dans la diversité des situations que l'on a, là, la large échelle, elle n'a plus trop de sens. Et les résolutions de certains satellites ne vont pas être suffisants, ou alors le coût d'acquisition va être sans doute très élevé par rapport à l'action à réaliser. Donc je pense que là, on est plus sur de l'actionnable. Enfin, à mon avis, il y a deux échelles. Il y a l'échelle d'alerte et de mise en avant de situation, et il y a l'échelle de l'action et de l'accompagnement qui, là, est beaucoup plus située, beaucoup plus localisée. Merci Aude. Je ne sais pas du coup si peut-être avant de terminer, parce que je vois que c'est l'heure, si Claire-Vie ou Joséphine, vous aviez quelque chose à dire là-dessus, parce que vous aviez aussi pas mal évoqué la notion de paysage. Peut-être rajouter que la notion de paysage aussi est fortement corrélée à l'espèce qu'on étudie et à la période qu'on étudie. Et par exemple, moi, sur mon sujet, comme j'étudie les semis, c'est très axé sur une distance assez réduite, 5 km. Et c'est aussi important de savoir sur quelle période on s'intéresse. Et
d'adapter l'étude du paysage en fonction de ça. Très bien, merci beaucoup Claire. Merci beaucoup. Je suis obligé de reprendre la main pour vous dire qu'il est du 14h et donc on a terminé. Donc merci à tous nos intervenants. Merci à Hélène pour l'animation. Et bon, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais elles sont arrivées assez tardivement cette fois-ci. Donc en tout cas, on vous souhaite une bonne semaine. Alors la semaine prochaine, on fait une interruption qui n'est pas de notre fait. On n'a pas réussi à trouver les intervenants pour parler d'impact des ressources renouvelables dans la bioéconomie. C'était un peu tôt pour aborder ce sujet, parce que vous voyez que pour les oiseaux et l'agriculture, il y a beaucoup de recherches à faire encore. Et là, pour bioéconomie et ressources naturelles, c'est la même chose. Donc, écoutez, on se retrouve toujours sur la biodiversité le 13 juin pour parler des liens entre biodiversité et politique publique, politique agricole. Merci beaucoup. Bonne semaine et au 13 juin pour nous retrouver sur la thématique biodiversité. Au revoir. Merci, au revoir.